Vous avez peut-être vu le spectacle Abraham dans lequel Michel Jonas rendait hommage à son grand-père disparu à Auschwitz. Eh bien, ce spectacle émouvant, c'est Alain Zerhoal, touché par son histoire, qui a souhaité le rejouer. Alain Zerhoal, que nous recevons aujourd'hui, sera le jeudi 15 juin à 20h30 au Théâtre Acte 12, dans le 12e arrondissement de Marseille. Alain Zerhoal, bonjour. Bonjour. Dans ce spectacle, vous faites revivre le grand-père de Michel Jonas, qui, comme lui, avait des talents d'artiste. Oui, tout à fait. Oui, le grand-père de Michel Jonas était cantor dans les synagogues en Hongrie. Et paraît-il, il avait une voix extraordinaire. Et donc, Michel Jonas a souhaité rendre hommage à son grand-père, mais aussi, par cette pièce, à la famille de sa maman, puisque en fait on parle des grands-parents de Michel Jonas côté maternel. Et donc ce grand-père a eu 7 enfants, dont la mère de Michel Jonas, Charlotte, qui a vécu jusqu'à l'âge de 95 ans. Abraham n'est pas le seul dans ce spectacle, puisque vous y campez 2-3 autres personnages. Qui sont-ils ? Oui, alors en effet, c'est un seul en scène, mais avec 3 personnages. D'abord le narrateur, qui est le fil rouge en quelque sorte, et qui raconte l'histoire, qui fait la transition entre les différents personnages. Et puis il y a le grand-père, Abraham, et l'ami de son grand-père, Yankel, qui est un être charmant, mais très naïf. Et c'est les dialogues entre Abraham et Yankel qui sont intéressants, parce qu'il y a énormément d'humour, énormément de légèreté qui apporte un équilibre en fait avec la fin tragique, puisqu'il y a une fin tragique, mais effectivement c'est avant tout une histoire de famille et une histoire d'amitié avec Yankel. Ce spectacle se présente sous la forme d'une pièce de théâtre avec une place importante accordée aux chansons. Oui, en effet, Michel Jonas en fait a enregistré 8 chansons pour ce spectacle, et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il est allé passer 3 mois en Hongrie et a enregistré ces chansons avec des musiciens hongrois. Donc ce sont des musiques tziganes hongroises qui sont très très belles, qui sont très mélancoliques, mais avec des instruments comme les violons, le cymbalium, etc. Et donc ça apporte beaucoup de légèreté à cette pièce. Ça apporte un rythme aussi différent, et puis la musique évidemment pour Michel Jonas c'est important. C'est un auteur-compositeur, et donc du coup ce spectacle me semble-t-il est très complet, puisqu'il y a du texte, et quel texte, un très très beau texte. Il y a de très belles musiques, de très belles chansons, et puis il y a cet humour entre Yankel et Abraham qui est assez particulier, et qui est de l'humour yiddish, puisque les échanges et les dialogues sont bien sûr en français, mais avec l'accent yiddish, donc ça apporte une note humoristique importante. Vous avez mis beaucoup de cœur dans ce spectacle, et c'est un projet que vous aviez en tête depuis longtemps, peut-être même juste après avoir vu le spectacle de Michel Jonas en 2010. Oui, en effet, quand j'ai vu ce spectacle à Paris, au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse, c'est un spectacle qui m'a bouleversé. Le texte est bouleversant. C'est un vrai bijou. Et puis ensuite, je l'ai revu à Grenoble également, et je me suis dit, dans un coin de ma tête, j'ai dit, ça c'est un texte qui serait beau à jouer et qui serait intéressant à travailler, mais voilà, ça n'a pas été. Et puis en 2019, j'ai eu la chance de rencontrer Michel Jonas à Lyon dans une soirée caritative pour Sauveteurs sans frontières. Et donc, d'abord, je suis fan de Jonas depuis longtemps, depuis toujours. Mais quand j'ai rencontré cet homme, j'ai rencontré quelqu'un de très très simple, de très accessible, et de très bienveillant. Et puis on a parlé évidemment de la pièce. Et je lui ai dit, je ne sais pas ce qu'il a appris à ce moment-là, mais je lui ai dit, j'aimerais bien un jour jouer cette pièce.
Et puis il m'a dit je vais t'aider. et donc voilà. Au début il m'a dit je vais te mettre en scène. Bon, évidemment il n'a pas eu le temps, mais il m'a dit je vais t'aider. Et puis on s'est vu depuis régulièrement sur Paris. Et il m'a donné beaucoup de conseils. Il m'a prêté les bandes son liées au spectacle pour que je puisse les travailler. Mais je n'ai pas pu utiliser ces bandes son sur scène puisqu'il y avait une propriété intellectuelle. Donc j'ai dû réenregistrer et réarranger les bandes son par un accordéoniste professionnel. Donc c'est un petit peu différent au niveau des instruments, mais on a retravaillé la musique et les arrangements. Et donc du coup, il m'a donné beaucoup de conseils. Il m'a même fait un petit peu travailler l'accent yiddish. C'était pas évident pour moi. Et donc voilà. Et j'ai été heureux de présenter ce spectacle pour la première le 21 mars au théâtre de Puteaux à Puteaux, à côté de la Défense. Et Michel Jonas était présent. Et je pense que ça lui a plu. Puisqu'il m'a laissé un commentaire sympathique ensuite et dans un article sur Actualité juive, il a parlé de cette représentation et de ce qu'il avait vu et il avait aimé. Et l'on imagine l'émotion de Michel Jonas lorsqu'il a appris votre projet. Alors la trame de ce spectacle à Abraham a ceci d'intéressant qu'il mêle à la fois devoir de mémoire et tout en signifiant cette importance de continuer à vivre coûte que coûte. Oui, c'est pas une pièce sur la Shoah, c'est une pièce sur une famille qui a vécu la Shoah. Parce que c'est vrai, comme le dit Jonas aussi, il dit si on parle de 6 millions de juifs, ça veut rien dire et ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'est-ce que 1 million c'est moins important que 6 millions? Et donc c'est très compliqué, c'est abstrait. Mais quand on raconte l'histoire d'une famille qui a vécu heureux et certes la fin est tragique parce que c'est une famille qui a subi, une partie de la famille, heureusement, puisque 5 de ses enfants, Abraham a eu 7 enfants et il a envoyé 5 de ses enfants en France, à Paris, dont la mère de Michel Jonas. Et donc Abraham et son épouse et les 2 petits-enfants sont restés en Hongrie, ensuite ont été en Pologne et ils ont été à Auschwitz. Et donc la fin est tragique, mais c'est avant tout l'histoire d'une famille qui a vécu heureuse, qui était heureuse et voilà, qui a été qui a apporté beaucoup de bonheur, même si la fin est tragique de par la Shoah. Continuer à vivre, thème récurrent dans le judaïsme. Alors cette histoire n'est pas la vôtre. Comment appréhendez-vous au mieux la préparation de ce spectacle ? Oui, effectivement, moi je suis pas d'origine ashkénaze, je suis juif, mais d'origine séfarade. Donc la culture est différente, mais c'est vrai que dans cette pièce, ce qui a été difficile à travailler, c'est l'accent yiddish, qui est présente notamment et uniquement dans les dialogues entre Abraham et Yankel. Voilà. Donc après, cette pièce, ça fait un moment que je la travaille. D'abord tout seul, par l'apprentissage du texte. C'est une pièce qui dure quand même 1h15, 1h20. Voilà. Et puis, heureusement, au mois de septembre 2022, j'ai trouvé mon metteur en scène. Et depuis septembre 2022, on a pu travailler la mise en scène. C'est ce qui m'a énormément aidé dans l'apprentissage du texte et dans l'approche et dans la façon de présenter ce texte au public. Il faut du temps pour s'imprégner de personnages au destin si tragique. Alors, quelle a été la réaction du public ? Certains avaient vu sans doute la version de Michel Jonas ? Alors, oui, c'est marrant parce que, je vais dire que la réaction du public a été bonne, voire très bonne. Même Michel Jonas m'a dit qu'il avait versé une larme lors du spectacle, donc ça l'a touché, ce spectacle, de voir sa pièce. Et effectivement, j'ai rencontré quelqu'un qui avait vu la pièce au théâtre de la Gaîté Montparnasse, jouée par Michel Jonas,
Et bon, je ne sais pas si je dois le dire, mais il m'a dit qu'il a préféré ma version parce que Jonas était assez statique dans la mise en scène, alors que moi, j'ai voulu donner plus de vie à Yankel, qui est l'ami d'Abraham, parce que c'est quelqu'un de plus, d'abord de plus jeune, de plus nerveux, on va dire, et donc le personnage de Yankel est un personnage très intéressant en réalité, et donc j'ai voulu le jouer un petit peu différemment. Voilà. Mais bon, après, j'ai pas eu beaucoup de témoignages j'ai pas eu beaucoup de témoignages comparatifs, on va dire. Chacun aura son avis, c'est ce qui est intéressant. Vous travaillez en dehors du théâtre. Être au contact du monde du travail, c'est sans doute l'un des meilleurs entraînements pour la scène. Oui et non. C'est-à-dire que autant j'aurais pas pu faire une carrière professionnelle si je n'avais pas fait de théâtre. Enfin, en tout cas, la carrière que j'ai faite, j'aurais pas pu la faire si j'avais pas été initié au théâtre. Et notamment, j'ai fait l'école de théâtre de la Criée à Marseille, avec Marcel Maréchal à l'époque et Jean-Pierre Raffaelli. Donc, effectivement, le théâtre m'a tout apporté parce que c'est une école de vie. Après, est-ce que l'expérience professionnelle aide au théâtre? Sûrement aussi, c'est sûr, mais l'expérience tout court aide au théâtre, je pense. Et quel que soit le métier que l'on exerce. Donc oui, c'est vrai que la maturité aidant, on peut apporter quelque chose de différent. Eh bien, merci beaucoup Alain Zéroal pour cette interview au sujet de ce spectacle émouvant. Vous serez donc le 15 juin à 20h30 au Théâtre Acte 12 au 1 rue Jean Vague dans le 12e à Marseille, votre ville d'origine. Les réservations se font sur Hello Asso. Merci à vous. Merci infiniment. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Si en matière de voyage, vous souhaitez sortir des sentiers battus, rapprochez-vous des Hédonistes, une agence marseillaise créée juste après le confinement par Alexiane Aymar et Flora Duic. Et Alexiane est ici avec nous. Bonjour à vous. Bonjour Magali. Vous avez donc lancé un concept de tourisme assez répandu dans les pays anglo-saxons, mais rare encore dans notre pays. Pourriez-vous nous en dire plus ? Oui, avec plaisir. Déjà, je vous remercie de nous inviter aujourd'hui pour parler effectivement de ce concept un peu innovant dont on est très fiers avec mon associé Flora Duic. On a lancé il y a quelques mois un concept d'agence de voyage un petit peu nouveau qui propose aux voyageurs de voyager non pas pour la destination, mais pour un concept, pour un univers qui leur plaît et avec une communauté qui leur ressemble. L'idée, en fait, c'est avec Flora, nous designons sur mesure des expériences de voyage pour des personnalités ou des marques qui sont inspirantes, qui ont fédéré des communautés autour d'elles, notamment sur les réseaux sociaux. Et de cet univers, on en fait une expérience de plusieurs jours, avec évidemment un hébergement qui leur ressemble, des activités et toute une promesse d'expérience au cours de ces quelques jours qui va donc leur ressembler. Et on va avoir des groupes entre 10 et 20 voyageurs qui vont vivre pendant quelques jours cette expérience tous ensemble. L'idée étant évidemment de faire plaisir aux voyageurs et de permettre aux marques ou aux personnalités de faire rayonner leur univers. Donc c'est d'une certaine manière un voyage, mais aussi un levier marketing pour ces marques. Et vous êtes même lauréate du réseau Entreprendre en Provence. Alors, la prochaine proposition du moment est un périple de 10 jours en Amazonie, l'un des lieux de la planète les plus fascinants. À quelles expériences les participants auront-ils droit ? Alors effectivement, c'est un de nos magnifiques voyages qu'on a actuellement à la vente. Les voyageurs vont partir du coup avec... donc c'est un groupe d'une dizaine de personnes qui aura le privilège de partir avec un photographe assez renommé, notamment sur les réseaux sociaux, qui s'appelle J.C. Pierry, qui a aussi sa propre formation avec un studio digital. Donc il est très connu des passionnés de photographie et il partage en général, au quotidien sur les réseaux sociaux, ses aventures aux quatre coins du monde. Et exceptionnellement, il propose en fait aux plus passionnés d'entre eux de l'accompagner en Amazonie, qui est une destination absolument fascinante, et pour vivre du coup plusieurs types d'expériences. Alors
D'abord, tout le groupe se retrouvera à Manaus, donc une des principales villes de l'Amazonie brésilienne. Là, ils vont pouvoir vivre l'expérience assez dingue de la rencontre des eaux. Donc, c'est la rencontre entre deux fleuves avec des eaux de couleurs différentes. Donc, pour des passionnés de photos, c'est une opportunité assez extraordinaire. Ils vont également découvrir toute la culture indigène, mais ils vont la découvrir au travers de sites assez emblématiques de Manaus, mais ils vont aller jusqu'à vivre en immersion au cœur de la forêt amazonienne. Alors d'abord dans un lodge pendant 4 jours, où ils vont apprendre ce qu'est la survie, ils vont aller faire ce qu'on appelle une traque des animaux, notamment nocturnes, les caïmans pour ne nommer que eux. Et le paroxysme en fait de ce séjour, ça va être 2 jours de nuit d'immersion au sein d'une communauté indigène qui ne reçoit absolument jamais de touristes. Je le dis parce que c'est important. C'est vrai que il y a déjà du tourisme qui existe en Amazonie, assez encadré, assez balisé, et des communautés font régulièrement des spectacles pour des groupes de voyageurs. On parle de spectacles de quelques heures, très, j'ai envie de dire, théâtralisés. Là, on parle d'une vraie immersion au sein d'une communauté. Et pourquoi on a tenu à mettre au cœur de l'expérience ces 2 journées d'immersion ? Parce que J.C. Pierry, notamment, lui, a une approche de reporter, j'ai envie de dire, dans ses voyages aujourd'hui. Donc, il n'est pas que photographe, il met en avant en fait cette approche et cette dimension documentaire. Et on a construit le voyage avec ce filtre-là, avec cette dimension-là. Donc, encore une fois, c'est un séjour qui lui ressemble. Et normalement, les personnes qui sont de sa communauté et qui le suivent régulièrement et sont assez passionnées de son univers devraient y trouver leur compte avec ce séjour. Ça donne envie, en effet. Alors, ce séjour s'adresse-t-il à des voyageurs expérimentés ? Quelles sont les informations pratiques à connaître avant le grand départ ? Alors nous, notre parti pris, c'est que ces séjours soient ouverts au plus grand nombre de manière générale. C'est vrai pour celui de J.C. Pierry comme pour tous les autres. Le but étant que toutes les personnes qui sont intéressées, voire passionnées d'un univers, puissent venir l'expérimenter, comme on dit, in real life. C'est-à-dire, l'idée, c'est de crever l'écran un petit peu. Tout le monde est un petit peu trop derrière son téléphone ou parfois les marques communiquent sur papier glacé. Nous, l'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse vivre des expériences in real life. Et donc, on met le moins de barrières possible tant que l'univers les attire. Et donc, pour le cas de J.C. Pierry, c'est un séjour de photographie et ça concerne les débutants comme les experts. C'est pour ça qu'on fait aussi des petits groupes. Là, en l'occurrence, sur l'Amazonie, c'est un groupe de 10 personnes pour que J.C. ait tout le temps de s'occuper de chacun d'eux et d'adapter sa formation, même s'il y a un programme de workshop, on est sur une vraie formation, mais il va savoir s'adapter à chacun d'eux. Donc, aucun souci. Et donc les modalités, parce que je crois qu'il reste plus que 2 places, oui. Et donc il faut se dépêcher. Oui. Là on a de la chance, on est contente que le concept plaise et effectivement les séjours une fois ouverts à la vente partent assez vite. Donc on est sur des beaux séjours, donc les gens prennent quelques jours de réflexion, mais ensuite les places partent rapidement. Donc là on a ouvert il y a quelques jours le séjour de JC en Amazonie, il nous en reste 2. Premier arrivé, premier servi, l'appel est lancé. Et vous proposez aussi des voyages dans les domaines du sport et du bien-être. Oui, tout à fait. Donc JC, c'est un exemple. La photographie s'y prête plutôt bien. Et c'est vrai qu'on a plusieurs séjours de photographie actuellement en vente. Mais on a aussi des univers où les gens aiment qui fédèrent pas mal de communautés et pour lesquels les gens aiment bien se retrouver. C'est vrai pour le sport, pour l'aventure, pour le bien-être. Je pense notamment au yoga, où on a une grosse demande sur cette pratique-là. C'est des activités qui en fait sont un leitmotiv au voyage et permettent derrière de se retrouver dans des beaux établissements, de pratiquer ce sport, ces activités-là, on va dire sur à peu près 2/3 du temps, et après d'ajouter quelques expériences qui vont tourner plus autour de la gastronomie, du partage, de la culture. Mais la pratique sportive, effectivement, ou bien-être, reste au cœur du séjour. Chacun y trouvera son bonheur. Alors naturellement, organiser ce type de voyage exige une grande préparation en amont. Quelles sont les différentes étapes pour concevoir et mener à bien un tel séjour ? On peut supposer que ce type de prestation a un coût plus élevé ? Oui, alors nous, en fait, le processus, il est simple. Tout part déjà de notre passion, à mon associé et moi et à nos équipes du voyage. Donc déjà, c'est le point, j'ai envie de dire, c'est le point de départ de nos discussions avec nos clients partenaires. Et ensuite, c'est eux qu'on écoute. C'est-à-dire que c'est à eux de nous briefer sur leur univers, sur ce qu'ils aiment, ce qui doit incarner leur univers de marque. Encore une fois, derrière le mot marque, on peut y mettre des personnalités comme des entreprises. Et sur la base de ce brief, nous, on va construire sur mesure, façon un peu haute couture, une expérience qui leur ressemble à 200%.
Et une fois qu'on a ce premier design, c'est un travail à 4 mains avec notre client partenaire, et on va valider cette expérience de voyage. Une fois que l'expérience de voyage est validée, et c'est lui qui porte la promotion, c'est-à-dire que nous on se met en retrait une fois cette étape de design et conception faite, on se met un peu en retrait pour que ça soit lui qui brille et qui porte à son nom ce séjour avec les supports de communication dont il a l'habitude. Pour une marque, ça peut être son site internet, ça peut être une newsletter, ça peut être ses réseaux sociaux. Pour les personnalités, évidemment, les réseaux sociaux sont le vecteur privilégié, mais c'est vraiment eux qui parlent de ce séjour, qui portent leur nom. L'agence Les Hédonistes n'apparaît pas, si ce n'est dans ce qu'on appelle le parcours client, mais d'un point de vue administratif et juridique. C'est-à-dire que, comme on encapsule juridiquement toute la transaction, les voyageurs achètent le voyage auprès de nous. Il y a seulement les factures, les conditions générales de vente qui sont à notre nom, sinon on parle bien d'un séjour au nom de la personnalité. Alors vos réalisations sont conçues pour des groupes. Comment parvenez-vous à répondre au mieux aux attentes de chacun au cours du voyage ? C'est exactement en fait ce que je viens de dire, c'est que finalement la personne qui connaît le mieux cette communauté de voyageurs, c'est la personnalité ou la marque. Donc à partir du moment où on respecte le brief de cette personnalité ou de cette marque, normalement on colle parfaitement aux attentes des personnes qui vont avoir envie de rejoindre le séjour. Et j'ai envie de dire, le processus se fait un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on leur propose des expériences de séjour et c'est à eux ensuite de décider si elles leur conviennent ou pas. Après, évidemment, dans un voyage de groupe, il faut toujours essayer de concilier, de faire cohabiter plusieurs personnalités, des attentes parfois un tout petit peu divergentes, encore que c'est tout l'intérêt de s'adresser à une communauté qui, du coup, a des appétences très communes. Mais pour éviter justement ces divergences, c'est d'où le fait d'avoir des groupes de relativement petite taille. Tout à fait. Ce nouveau type de tourisme accorde une grande importance à l'interaction entre le visiteur et les populations locales. Est-il également vertueux sur le plan environnemental ? Bien sûr, nous c'est un point d'entrée quand on construit notre offre et ses expériences. On a pour habitude de dire qu'on fait tout ça avec bon sens. C'est-à-dire que évidemment qu'on a une charte et des critères auxquels on ne déroge pas pour les partenaires locaux avec lesquels on travaille. On fait attention notamment aux hôteliers ou aux structures en tout cas d'hébergement, à la manière dont elles se sourcent pour la nourriture, les boissons, au type d'emploi qu'elles proposent, en ayant un point d'attention particulier sur le fait que ça crée des emplois locaux. Nourriture locale aussi peut-être. Exactement, nourriture locale. Donc tout ça c'est des critères, j'ai envie de dire très qualitatifs. On s'y tient, mais de manière générale, c'est plus une sensibilité qu'on a nous-mêmes pour faire les choses correctement. On est des amoureuses, des passionnées de ce secteur, et en gros, il est hors de question de scier la branche sur laquelle on est assise. Donc évidemment qu'on fait tout ça avec un souci du long terme. Et ce sont des critères de plus en plus appréciés. Une vingtaine de voyages sont en préparation. Le détail doit rester secret, mais peut-on avoir un avant-goût des prochaines propositions ? Ah, vous me coincez. Oui, on a quelques très beaux séjours là qui vont arriver et qui illustrent bien le fait qu'on est dans différents domaines. Par exemple, on va avoir un séjour autour de la formation au pilotage de drones dans une destination assez extraordinaire. On a des séjours, comme on le disait tout à l'heure, bien-être avec des grands noms du yoga et du pilate qui fédèrent des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Donc ça devrait dire quelque chose à vos auditeurs quand le séjour sortira. Voilà, on a et puis toujours, ça peut être en France parce qu'on a des endroits absolument merveilleux, donc sur des durées de 2 ou 3 jours parfois, donc assez facile à caser dans l'agenda et dans le budget. Et puis on a des voyages, comme c'est le cas pour JC Pierry, à l'autre bout du monde, les voyages d'une vie. Et vous cherchez à vous développer en recrutant, je crois. Oui, tout à fait. On est assez contente de l'accueil que reçoit notre concept. Donc, on se développe. On a effectivement pas mal de projets. Donc, on a commencé à 2. L'idée, c'est de grandir vite. Donc, on a déjà des recrutements en prévision sur les toutes prochaines semaines. Et puis, si des personnes sont intéressées, qu'elles n'hésitent pas à faire des candidatures spontanées. Parce qu'encore une fois, ce qu'on recherche, c'est des personnes passionnées du secteur. Donc, si les gens ont la flamme, ils sont les bienvenus. Eh bien, merci beaucoup, Alexiane, pour cette interview. Et pour plus d'informations au sujet de cette agence de voyage pas comme les autres, vous pouvez consulter le site leshédonistes.co. Merci à vous. Merci Magali. Merci, au revoir. Au revoir.